Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la présentation du master pour les étudiantes et les étudiants de bachelor. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a une première présentation rapide par Daniele qui va vous présenter la structure. Ensuite, on a 3 étudiantes, étudiants anciens de la physique de l'EPFL avec des parcours un peu différents qui vont vous faire une présentation de leur parcours. Et ensuite, on va faire un round de réponses aux questions. Donc, ce que je propose, c'est peut-être de garder toutes les questions pour la fin. Comme ça permettra d'aller un peu plus vite dans les présentations. Oui, oui. Oui. C'est bon, on a compris. Ah oui, bon, les questions pour Pierre, ce sera, ouais. OK. Donc, dans cette présentation très brève, je vais vous présenter le plan d'études auquel vous pouvez vous attendre lors de vos études de master et ses connexions avec la carrière de physicien. Carrière de physicien qui peut mener à tous les métiers les plus disparates qui vont de la microtechnique à la physique des plasmas, physique nucléaire ou la physique médicale. Donc, le master ici à l'EPFL est divisé en deux tracks, deux voies principales. Le master qui conduit au titre de physicien et le master qui conduit au titre d'ingénieur en physique. Donc, naturellement, il y a aussi la possibilité, c'est géré par la section de physique, d'avoir un master en génie nucléaire, mais ça, c'est un master un peu particulier dont je ne vais pas parler ce soir, mais vous pouvez éventuellement nous poser des questions là-dessus. Master en ingénieur eh bien, est caractérisé par une période en immersion dans une entreprise. On a environ 35% de nos masters qui choisissent la voie ingénieur et on verra les différences plus tard. À noter que tous nos masters sont des masters maintenant à 120 crédits, comme dans la plupart des sections de l'école. Et depuis 2021, on a reformé le master. Vous savez qu'on a reformé maintenant le bachelor, mais on avait reformé le master avec une nouvelle structure de l'organisation des cours. Donc, comment s'organisent ces cours? On peut le voir ici sur ce transparent avec les deux régions qui correspondent au master ingénieur physicien et master physicien. Une première année qui correspond à des cours, essentiellement des cours ex cathedra, avec 38 crédits d'options. Tous les cours sont à option en physique, 2 projets de semestre à 8 crédits et finalement, toujours les cours SHS, sciences humaines et sociales, pour 6 crédits au total de la première année. Si on prend la première année, ce qui différencie le master ingénieur du master physicien est que les options ingénieurs doivent être des options en physique appliquée pour au moins la moitié des crédits. La moitié ou plus, donc plus que 19 crédits en sciences appliquées selon un plan, selon notre plan d'études. Il y a une liste qui donne quelles sont ces options que nous considérons de physique appliquée. Passons à la deuxième année. La deuxième année, c'est une année de spécialisation dans laquelle on fait essentiellement des travaux en entreprise, en laboratoire et à la fin, le projet de master. Donc, plus de cours ex cathedra, sauf si on choisit de faire un 3e semestre d'options de physique que vous voyez sont possibles et pour les ingénieurs et pour les physiciens. Pour les 2 options, il y a aussi la possibilité de prendre un mineur. Qu'est-ce qu'un mineur? Ce sont 30 crédits de cours pris dans une autre section de l'EPFL. Donc, on peut faire un mineur en sciences de la vie, microtechnique, mécanique, ce que vous voulez, ou bien un mineur spécialisé, data science, space technology et d'autres mineurs, sciences de l'environnement, par exemple, sont des mineurs spécialisés. Ensuite, si on regarde, disons, ce qui serait le 3e semestre de master, pour les ingénieurs physiciens,
il est préconisé qu'ils fassent un stage dans une entreprise. Attention, une entreprise et pas un institut de recherche. Ce sont des règles qui nous sont dictées par l'accréditation du titre d'ingénieur qui est accrédité au niveau européen. Et pour les physiciens, ce qu'on appelle un travail de spécialisation, donc 30 crédits, un semestre que l'on passe dans un laboratoire de la section de physique ou bien à l'extérieur, sous le contrôle d'un professeur. Donc, c'est vraiment une spécialisation dans le domaine que vous avez. Le master se conclut toujours par le projet de master qui doit être en entreprise pour les ingénieurs s'ils ont fait un mineur ou ils ont choisi un 3e semestre de spécialisation. La règle est que les ingénieurs doivent avoir 5 à 6 mois en immersion dans une entreprise, ou bien, s'ils ont déjà fait le stage, ben, ça peut être très bien un projet en laboratoire. Pour les physiciens, par contre, un projet de master qui se fait dans un laboratoire, ou bien, pourquoi pas, aussi en entreprise. Rien n'empêche que pour les physiciens, le projet de master se fasse en entreprise. Donc voilà un petit peu le schéma. Donc si on résume un petit peu ce schéma sur 2 ans, vous voyez que ici, vous avez ce qu'on appelle M1, premier semestre, cours Physics Project, donc ce qu'on appelle des fois TP4, donc un travail de recherche dans un laboratoire de physique. Même chose pour le 2e semestre. Naturellement, la répartition des crédits n'est pas stricte, hein, c'est juste une indication. 2e année, avec MA3, des cours à mineur, Physics Research Training Semester, semestre de spécialisation, et ça doit se terminer par le projet de master. Si vous voulez avoir une idée plus précise de ce que vous pouvez choisir comme option, vous avez sur notre site web une répartition de toutes les options du plan d'études de physique dans les 5 domaines qui correspondent aux domaines de recherche de nos laboratoires. Ces 5 domaines sont astrophysique et physique des hautes énergies, 2e domaine plasma, 3e domaine biophysique, 4e domaine physique de l'état solide, condensed matter physics, et 5e domaine quantum science and technology. Et si je vais sur le site de la section, par exemple là, je peux vous donner un exemple de ce touch sensitive system. Donc, je clique ici sur Reactor Technology. Évidemment, c'est l'effet démo, bien sûr. On va essayer, par exemple, là, Biophysics, ça marche. Vous voyez, Biophysics, vous avez la fiche la fiche officielle et vous pouvez donc aller là-dessus pour avoir plus de renseignements. Donc, c'est assez convivial et nous sommes assez fiers d'avoir mis au point ce système. Donc, voilà. Mais non, évidemment, on revient à la présentation PowerPoint. Ceci, c'est pour le Spring Semester. Alors, il y a un petit déséquilibre dans les options en termes de choix. Et on vient sur des transparents un peu plus détaillés qui montrent un petit peu l'alchimie des crédits. Mais je ne vais pas, dans le cadre de cette présentation qui se veut plutôt générale, je ne vais pas insister trop là-dessus. Donc, on a parlé de 38 crédits à option. Ensuite, comment on peut répartir ces crédits? Avec les commissions d'enseignement, on a cherché à donner la plus grande liberté possible à nos étudiants. C'est-à-dire, les 38 crédits ne sont pas strictement confinés
au plan d'études que vous avez vu tout à l'heure. Il y a la possibilité d'arriver jusqu'à 18 crédits, donc presque la moitié, dans d'autres sections, notamment les sections de maths et de chimie, donc les deux autres sections de la faculté de sciences de base. Ensuite, vous avez toute une série de cours qui sont considérés comme pertinents avec la physique et qui peuvent être choisis sur ce qu'on appelle la liste des cours agréés hors faculté. Je peux donc là de nouveau sur notre magnifique site web, vous avez ici donc là, vous avez toute la liste, par exemple, des sections agréées de la section de microtechnique. Voilà un exemple. Et puis ensuite, vous avez même la possibilité de choisir d'autres options, mais ceci en passant par l'autorisation de la section de physique, en tout cas jusqu'à maximum 6 crédits. Donc vous avez vraiment une grande liberté. En ce qui concerne le choix des laboratoires, voilà quelques petits extraits de notre règlement. En principe, ce qu'on appelle les TP4 ou les Physics Projects s'effectuent dans un laboratoire de la section de physique. Vous pouvez demander éventuellement l'autorisation de le faire dans un autre laboratoire et de nouveau, ça peut se discuter. Ce qui est hyper important, c'est que le projet de master, lui, il doit être forcément placé sous la responsabilité d'un MR ou professeur de la section de physique. Pourquoi? Je dirais pour un cadre légal. Le projet de master est noté, il y a une note à la fin du projet de master, et donc ça doit être quelqu'un qui est agréé par la section qui va attribuer cette note. Ce n'est pas tout à fait le cas pour le reste. Donc ça, c'est important. Si vous partez faire votre projet de master à Harvard, MIT, etc., c'est possible, mais le superviseur principal sera toujours un prof de la section de physique. Pour ce qui concerne le travail de spécialisation pour physiciens, là aussi, c'est toujours sous la responsabilité, sous la supervision d'un professeur de section. Il n'y a pas de note pour le travail de spécialisation, mais selon que le prof juge que le programme a été suivi ou pas, eh bien, c'est acquis pour 30 crédits ou non acquis, tout comme le stage. Et avec ça, j'ai pratiquement fini et on est ouvert à vos questions. Donc là, ce que je propose, c'est d'avoir la présentation de Pierre. Donc, Pierre qui a fait un master en ingénierie physique et qui travaille maintenant comme chef de projet au CFF. Et puis, je crois qu'il nous avait envoyé une présentation que Daniele doit avoir. Oui, oui. Et qu'on va pouvoir ouvrir. Une slide. Une slide. Attendez, stop sharing. Hop. Voilà. Vous avez la parole. Alors, merci à tous. Je vais rapidement vous présenter mon parcours. Donc, comme vous avez vu, j'ai commencé comme vous en bachelor en physique à l'EPFL. Je fais 2 années assez linéaires, standards. Pour après décider de voir ce qu'il y avait ailleurs, donc faire un échange aux États-Unis en 3e année et pour voir comment c'est et aussi pour se rendre compte à quel point c'est bien ici à l'EPFL et à quel point il y a une belle qualité, non seulement d'enseignement, mais aussi du cadre. C'était vraiment un plaisir. Là-bas, j'ai fait un petit peu des laboratoires de biophysique. Ça m'avait pas mal intéressé. Quand je suis rentré pendant l'été pour les PFL, parce que j'ai choisi de faire mon master là-bas, parce que j'ai vu à quel point c'était bien ici, j'ai fait au passage un stage au Swiss Plasma Center en physique des plasmas. Ça m'a aidé à un peu connaître des professeurs là-bas.
Et d'ailleurs, je tiens à dire, j'avais beaucoup d'amis qui étaient restés à l'EPFL en troisième, qui après, du coup, ont fait l'aventure d'aller à l'ETH pour le master, pour eux aussi se rendre compte à quel point c'était bien l'EPFL. Ensuite, du coup, j'ai choisi, moi, physicien-ingénieur, puisque je me suis dit que c'était une manière de, on va dire, c'est celui qui est, on peut quand même prendre des cours de physique, enfin, tous les autres cours de physique, c'est juste qu'on apprend au moins un certain nombre de cours qui sont considérés comme ingénieurs. Donc, du coup, pour moi, c'était quand même la possibilité d'avoir les cours intéressants qu'on voulait et aussi après d'avoir plus de portes ouvertes comme on est ingénieur, potentiellement aller dans l'industrie, etc. Comme j'aimais aussi beaucoup l'informatique, j'ai décidé de faire un mineur en informatique. Nous, à l'époque, on pouvait mettre enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, nous, on pouvait répartir les crédits de notre mineur pendant les 3 semestres, les 3 premiers semestres. Donc, ça permettait de bien arranger le calendrier, enfin, les agendas correctement. Euh, J'ai eu un peu de chance, il faut dire, puisque donc, comme vous avez vu, il faut faire un projet de master en entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un stage en entreprise privée qui va durer 6 mois et donc aussi il faut trouver, ça suppose être un sujet qui est suffisamment de recherche pour que ce soit considéré comme un projet de master en entreprise. Et alors il faut trouver un professeur de la section physique qui serait intéressé par être le prof, enfin je ne sais plus comment on appelle, le maître un peu. Et donc, comme je faisais un petit peu dans les énergies à l'époque, l'énergétique, j'ai eu la chance de trouver une entreprise privée qui en fait était une mini start-up très liée à un centre de recherche à Martigny, qui faisait dans les chauffages à distance. Donc, et c'était pour faire des simulations informatiques de tout ça. Donc, ça me plaisait vraiment. Et pour professeur, j'ai pu utiliser mes contacts au Swiss Plasma Center pour trouver un professeur qui fait aussi un peu de l'énergie, mais on va dire quand même des domaines assez différents, mais qui a bien voulu m'aider pour ce stage et qui avait trouvé ça très intéressant, qui après a repris quelqu'un d'autre qui a fait, un collègue l'année d'après, qui a fait aussi dans la même entreprise. Ensuite, il fallait se décider, alors en tout cas pour moi, est-ce que je vais faire un doctorat ou est-ce que je vais aller dans l'industrie? Pour moi, c'était assez difficile. C'était plutôt sur des choses personnelles où j'ai tendance à être une personne théorique et académique, mais j'avais quand même envie d'aider le monde tout de suite parce que histoire de réchauffement climatique, etc. Alors, je voulais m'être utile dans l'instant avec tout, avec des choses concrètes, avec des solutions qui existent déjà. Donc, j'ai trouvé, heureusement, parce que j'ai adoré au CFF, un training programme. Donc, ils nous prennent pendant 1 an, ils nous font aller dans euh, plusieurs équipes de l'entreprise pour voir différents endroits, peu après, pour trouver notre poste. Et donc, donc l'année d'après, en 2021, j'ai eu mon poste fixe ici à Renan, en chef de projet sur les installations de sécurité. C'est un nom au début qui me faisait un peu peur. J'avais vu cette offre d'emploi juste après mon master, mais je pensais que ce n'était pas pour moi. En fait, c'est avec le training programme, justement, on se rend compte que en fait, ça correspond assez bien. C'est juste quand il y a des chantiers dans les CFF, je m'occupe de la partie des installations de sécurité, ça veut dire en gros les feux rouges pour les trains, aussi les détecteurs de train, l'enclenchement, c'est l'ordinateur qui fait en sorte qu'ils ne se foncent pas dedans, et donc gérer les coûts, délais de tout ça, mais aussi la partie ingénierie, donc je trouve ça hyper intéressant, hyper concret. Donc voilà, ça résume mon parcours. Alors peut-être qu'on peut mettre un peu mon programme sur la tête parce que Pierre doit partir et donc on peut faire les questions pour s'il y en a quelques-unes. Lancez-vous, lancez-vous. Daniel a une question. Est-ce que vous étiez sur le pont quand il y a eu le fameux blocage complet de la gare de Renan? Alors, non seulement je travaille juste à côté, mais aussi j'habite juste à côté, et j'ai juste vu que ça marchait pas, mais heureusement, moi je vais en pied au travail, alors ça marche. Non, mais j'ai des collègues qui bossent dans les câbles qui, en effet, ont dû
ont dû mettre les bouchées doubles pour retrouver tous les plans de quel câble, parce que là, il y avait des fibres de centaines de câbles qui ont été percés. Donc, il faut retrouver les bouts de chaque côté des deux câbles, lesquels relient auxquels. Donc, voilà, ça fait des longues nuits de tests. Quand tu avais fini le master, justement, que tu avais commencé une première année chez CFF, du coup, à l'issue de cette première année, est-ce que tu savais si ça s'était lancé, qu'est-ce que tu voulais faire, ou si il n'y avait pas encore la certitude si tu voulais continuer dans le monde professionnel, ou peut-être faire un doctorat Alors, quand même, une fois qu'on a pris, enfin, en tout cas pour moi, quand j'avais pris la décision d'aller au CFF et de sauter dans l'industrie, même si c'est un peu un programme de trainee qui est supposé être un peu généraliste, c'est quand même, on va dire, qu'on s'est un peu détaché du monde de l'université, on connaît moins bien les profs, c'est un peu plus compliqué de revenir, même si je pense que c'est possible, mais en tout cas, une fois qu'on est parti là-dedans, c'est beaucoup plus facile de rester là-dedans, dans l'industrie. Tu as dit que tu t'étais rendu compte que le PFL, c'était mieux au final. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manquait? Donc, je disais ça pour dire que quand je devais prendre mes équivalents de cours pour la troisième année de PFL aux États-Unis, il fallait que je prenne des cours qui étaient pour les enfin pour ça s'appelle les graduates, donc c'était des gens qui avaient déjà 5 ans d'université. Donc je me suis rendu compte à quel point le niveau de l'EPFL était assez haut au niveau théorique, etc. Et puis aussi, j'aime beaucoup l'ambiance ici avec le centre sportif, avec tout. Peut-être aussi parce que je suis plus habitué à la culture ici, mais en tout cas, c'est vraiment génial ici. Moi, la question que je me posais, c'était plutôt vis-à-vis de quand on cherche un maître pour un master, quoi. Euh, Tu as dit que tu as juste envoyé un mail. Je veux dire, c'est un peu étrange. Je veux dire, comme démarche. D'abord, tu as trouvé le projet et tu t'es fait accepter et ensuite tu as envoyé une mail ou alors c'est dans quel sens? Enfin, je veux dire, c'est un petit peu une organisation spéciale pour moi. Alors, c'est un peu, des fois, c'est un peu l'œuf et la poule. Il faut en même temps trouver le projet avec l'entreprise qui est prêt à nous prendre et en même temps le professeur. Alors, je ne sais pas si j'ai dit que j'ai qu'envoyé un mail, mais en tout cas, je le connaissais bien, ce professeur, parce que aussi je bossais dans son labo à ce moment-là, mon troisième semestre j'avais des crédits en plus, alors je faisais un peu du labo avec lui, mais sans crédit. Et du coup, bah, je le voyais régulièrement. Je lui avais demandé s'il voulait bien s'il était intéressé par prendre ce sujet. C'était un peu en effet parce que je savais que les professeurs qui étaient liés à ce domaine-là que je fais, ils sont dans un autre domaine, pas dans les sciences de base, mais je sais plus comment ça s'appelle, la section ingénierie. Enfin, et du coup, et on n'a pas le droit de les avoir pour les maîtres de stage. Mais des fois, c'est un petit peu l'œuf et la poule. En même temps, il faut trouver le stage. En même temps, il faut que tout arrive au bon moment pour bien se coordonner. C'est pour ça que je pense que j'ai eu un peu de chance dans mon parcours de bien trouver tous ces trucs-là qui allaient bien ensemble. Et c'est peut-être quelque chose, je veux dire, faites attention. Enfin, juste, il faut savoir que c'est des fois un peu difficile de trouver le projet de master en entreprise, parce qu'il faut que ce soit entreprise privée, que ça dure 6 mois, pile pendant la période qui nous intéresse. Alors qu'au moins, c'est simple pour les entreprises, des fois, elles n'ont pas envie d'engager des gens pile pendant cette période-là, ça ne les arrange pas, des choses comme ça, quoi. J'ai fait ça pendant un mois. Donc la question, c'est quand le stage au Swiss Space Center, quand est-ce que c'était et puis qu'est-ce que j'en ai tiré. C'était pendant l'été entre ma troisième et puisque aux États-Unis ils finissent en mai, donc j'avais un peu plus de temps, donc j'ai passé pendant l'été stage à faire ça.
Il commence plus tôt aussi, si jamais. Et, j- C'était hyper intéressant parce que c'était de la physique computationnelle, donc faire des simulations de plasma mais avec un peu de nouveaux types d'équations pour voir si ça marche mieux ou non. Et c'était, moi, ce qui m'a fait voir, c'est que c'est hyper intéressant le code. C'est pour ça que j'avais continué après pour mon projet master dans le même domaine. Et que aussi, le Fusion Plasma Center, le projet que c'est avec la fusion nucléaire et tout, ça m'a fait réaliser que c'était quelque chose d'un peu lointain et de très théorique toujours, et qu'on attend toujours de faire les vraies grosses expériences à ITER, des choses comme ça. Mais ça m'a fait aussi un peu comprendre c'est quoi le monde académique. Donc c'est toujours intéressant de se plonger une première fois là-dedans pour voir ce que c'est. J'ai pas hési- Ah oui, la question, est-ce que j'ai hésité avec un autre master que celui de physique? J'ai peut-être un tout petit peu avec peut-être sciences computationnelles, mais j'étais quand même plutôt parti sur rester sur physique parce que je savais que je pouvais faire le mineur en informatique ou tu peux même faire un mineur en sciences computationnelles, je crois, à l'époque. Et physique, c'était quand même plus mon domaine et j'aimais bien ça. Donc, après, si on veut faire d'autres masters, souvent on a besoin un peu de faire une année ou au moins un semestre avec des cours de rattrapage. Par exemple, si j'avais voulu faire de l'informatique, il aurait fallu faire, je pense, un semestre ou un an avec des cours de troisième année d'informatique. Alors, quel type de doctorat est-ce qu'on peut faire après un master en physicien-ingénieur? Il me semble, en gros, on peut quasiment faire tous les mêmes doctorats, hein. Les doctorats, ça se fait beaucoup un peu. C'est un peu des coïncidences, on va dire. Il faut aussi trouver un professeur qui cherche des gens, cherche à engager des doctorants, et puis dans les domaines qui nous intéressent et tout. Comme j'ai dit, comme on a vu, en fait, on peut prendre tous les cours théoriques, même quand on fait physicien-ingénieur. C'est juste qu'on peut prendre au moins un certain nombre de crédits qui sont considérés comme plus pratiques. Donc, ça peut vraiment mener à tous les mêmes doctorats. Oui, effectivement, ça, c'est à peu près tous les. Alors, peut-être pas physique théorique comme ça, parce que en général, voilà, c'est. Mais je dirais, si vous prenez physique ingénieur, en principe, c'est. Voilà, c'est déjà pas. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on continue avec les présentations. Peut-être que Pierre, vous pouvez rester encore un petit peu. Oh, voilà, 55. Comme ça, s'il y a d'autres questions, puis. Donc, on va continuer. Au secours, Valérie. Euh, C'était avec Sonia, donc un master en physique et qui est actuellement doctorante au laboratoire de physique des hautes énergies avec Lesia Jouska. Merci. Ok, du coup, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très contente d'être ici pour vous parler un peu de mon parcours. Donc voilà, je m'appelle Sonia et comme ça a été dit, je fais actuellement un doctorat sur l'expérience LHCb au CERN, que vous avez peut-être visité il y a 2 semaines d'ailleurs. Du coup, mon parcours, donc je pense comme un peu vous tous, j'étais intéressée par la physique et j'avais cette curiosité scientifique au collège, enfin au lycée gymnase. Moi, j'ai fait le gymnase en Suisse, à Lausanne. Donc, c'est un cas un peu particulier. Mais du coup, bah, j'ai décidé de continuer en fait en physique avec un bachelor. Et justement, bah, l'année où vous êtes, en troisième année, il y a eu un cours qui m'a particulièrement intéressée. C'était justement l'introduction à la physique des particules par professeur Schneider. Et je crois que c'est d'ailleurs l'année où il avait gagné la Craie d'Or. Bah, je trouvais que c'était assez bien enseigné. Et puis, je voyais que en fait, il y avait un monde en fait, à découvrir dans cette physique des hautes énergies. Du coup, j'ai envoyé un email à Olivier pour demander si je pouvais venir faire un petit stage d'été. Et pendant ce stage, en fait, j'ai déjà pu voir en fait, à quoi ressemblait un laboratoire de physique, de recherche, et travailler déjà sur des pièces de détecteurs, des choses comme ça.
Et surtout, j'ai rencontré l'équipe qui est vraiment une équipe incroyable. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer mon master. Donc, du coup, ça, c'est moi pendant mon master avec mes camarades, pendant un test BIM au CERN. Donc, le master au LPHE, donc, comme Daniele l'a montré tout à l'heure, moi, j'étais plutôt dans la catégorie, du coup, physique des hautes énergies. Donc, j'ai pu suivre des cours autant expérimentaux que théoriques, du type QFT, cosmologie, etc. Je ne pense pas que c'est forcément obligatoire, mais moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé pour comprendre les aspects théoriques de ma recherche plus tard et aussi pendant mon master, tout simplement parce que ça m'intéressait. Je ne me suis pas posé 36 000 questions et je pense que ce que je conseillerais, c'est d'en faire de même dans le sens où tant que quelque chose vous intéresse, continuez. Si ça vous saoule au bout d'un moment, partez, quoi. Ensuite, du coup, les travaux pratiques au LPHE, c'est des travaux pratiques autant en laboratoire, donc avec des mini-expériences de particules que vous faites vous-même, et de l'analyse de données pour le TP4B. Je vais vous expliquer un petit peu juste après, parce que c'est ce que je fais aussi en doctorat. Pendant la spécialisation, en fait, c'est 2 demi-semestres. Donc, on fait autant du développement de détecteurs. Donc, par exemple, là, comme je vous ai dit, on a pu développer un nouveau type de détecteur timing et on a dû le tester du coup dans un vrai BIM au CERN. Et l'autre demi-projet, c'était aussi de l'analyse de données, mais ça va dépendre en fait des années. Et mon travail de master, il était un peu plus axé simulation. Donc, j'ai simulé certains des processus qui se passent au LHC pour en fait, imaginer la signature d'une particule un peu science-fiction comme ça. En fait, c'est celle prévue par professeur Shaposhnikov, qui est maintenant à la retraite, mais du coup, il a développé un modèle et on s'intéressait à voir la signature des particules de ce modèle dans notre expérience. Donc, c'était très chouette. Et du coup, pendant cette période-là, je me suis demandé si finalement, c'était plutôt l'expérimental ou la théorie qui m'intéressait, parce que vraiment, les deux aspects se complétaient bien, je trouve. Mais à l'EPFL, c'est vachement, comment dire, polarisé. Enfin, il n'y a pas vraiment d'institut de phénoménologie. Au final, j'ai continué à l'EPFL en expérimental, mais pendant cette période-là, je me suis posé des questions. Donc, si c'est aussi votre cas, c'est normal. Du coup, me voilà en octobre 2019 avec mon magnifique petit livret de master avec tous mes camarades. Et en fait, on vient se poser la question que certaines personnes se posent bien avant, mais voilà, on termine ce master et on se demande, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Et je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment faut vraiment regarder à l'intérieur de soi pour dire, mais en fait, qu'est-ce qui est important pour moi là, maintenant, tout de suite. Donc moi, en l'occurrence, j'avais envie d'indépendance, donc en fait, une espèce d'urgence de trouver soit un job, voilà, d'avoir une certaine indépendance financière. Donc, je ne voulais pas non plus passer plusieurs mois à chercher un doctorat, etc. J'avais toujours, par contre, cette curiosité scientifique et l'impression de ne pas avoir complètement fait le tour dans ce sujet qui m'intéressait. Du coup, c'est pour ça que j'ai postulé à 2 doctorats, donc à l'EPFL avec l'ESIA et à l'ETH avec un autre prof. Mais finalement, j'ai été prise par l'ESIA, donc je suis restée à l'EPFL. Et j'ai commencé mon doctorat, du coup, sur l'expérience LHCb. Du coup, en fait, mon doctorat, c'est un doctorat en analyse de données. Donc, ça veut dire qu'on a énormément de quantités de données qui viennent des collisions proton-proton qui ont lieu dans le LHC et qui sont enregistrées dans les points de collision, dont LHCb. Et concrètement, mon travail, ça consiste à coder beaucoup en route et en Python pour la plupart et faire du machine learning, mais c'est assez basique. Par ailleurs, on doit aussi comprendre et développer nous-mêmes les sous-détecteurs, donc avoir une bonne compréhension pour que, en fait, au final, on mette tout ensemble et on soit capable de différencier différentes sources de signal, que ce soit physique ou non. Et après, pourquoi on fait tout ça? C'est pour interpréter le résultat et challenger la théorie fondamentale de notre domaine, qui est le modèle standard.
autant pour confirmer certaines de ses prédictions que pour les infirmer. Donc maintenant, je vais vous parler de on va dire, mon ressenti. Mon doctorat, en fait, c'est quoi? Parce que là, je suis à la fin, mais du coup, c'est autant des hard skills, donc une connaissance de la physique, des détecteurs. Ok, donc ça, c'est moi dans le sci-fi. Vous ne voyez pas parce qu'il y a ça. Ensuite, il faut aussi travailler très dur pour présenter ses résultats dans des conférences où on travaille beaucoup, comme vous pouvez le voir. Mais très important pour moi, c'est pas important pour tout le monde, mais c'est important pour moi, les soft skills, c'est-à-dire être capable de communiquer avec des êtres humains qui ne sont pas des doctorants en physique ou des profs. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important aussi ce qu'on appelle l'outreach. Donc, présenter, en fait, essayer de faire comprendre à des personnes non physiciennes un peu ce qu'on fait. Donc là, c'est moi avec ma collègue Léa, que vous connaissez peut-être, en train de de jouer plutôt avec une chambre à brouillard aux portes ouvertes EPFL, ça c'était aux portes ouvertes du CERN, et aussi passer du bon temps avec les collègues. Mais aussi un autre aspect important, et j'avais envie d'être assez sincère ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de désespoir et de travail intense. Donc, en fait, la conclusion, parce que ça fait quand même 4 ans que je fais ça, je suis sur la fin là, donc du coup peut-être un peu biaisé pour vous en parler aujourd'hui, mais la conclusion de tout ça est une phrase qui me vient, c'est que, je sais plus, je l'avais entendue et j'ai cherché sur Google pour savoir qui l'avait dite, mais apparemment c'est Victor Hugo, et qui est que quand on n'est pas intelligible, c'est qu'on n'est pas intelligent. Et du coup, je me suis rendu compte à travers toutes ces années d'académique qu'au final, on fait des choses très très spécialisées. La recherche fondamentale ne prétend pas être appliquée, en fait, c'est vraiment genre juste rechercher pour tester des théories, donc c'est quelque chose de très perché quand on essaie d'expliquer ça à un futur employeur, par exemple. Mais en fait, l'important, c'est d'être capable de transmettre, que ce soit à nos collaborateurs, à nos collègues ou au reste de la société. Donc, c'est sur ça que j'aimerais finir cette petite slide de doctorat. Et finalement, qu'est-ce que je veux faire après, en fait? Parce que c'est peut-être une question que vous avez, qu'est-ce qu'on fait après un doctorat? En fait, soit on continue, soit, en l'occurrence, moi, je vais plutôt prendre l'autre option qui est de trouver un travail dans l'industrie. Donc, moi, ma spécialisation, en l'occurrence, ce que je peux vendre à mes futurs employeurs, on va dire, c'est qu'on a fait beaucoup de data science. Donc, on est capable d'interpréter, sortir de l'information qui est parfois non intuitive, de grandes quantités de données. Donc, on est non seulement capable de s'occuper, de travailler avec de grandes quantités de données, ce qui n'est pas donné du coup, mais mais aussi de l'interpréter, donc de donner des conclusions en fait constructives. Il y a aussi un autre aspect que je voulais mentionner, et après je vous laisse tranquille, c'est en fait, on a tout simplement des priorités personnelles, et des fois, je sais que c'est un peu tabou, mais des fois, en fait, au bout d'un moment, on a un certain âge, et on se dit, bon, j'aimerais bien me poser et fonder peut-être ma famille, tout ça. Et c'est vrai que, alors, je ne veux pas du tout généraliser, d'accord? Il y a énormément de personnes qui restent dans l'académique et qui arrivent à fonder une famille, à trouver une certaine stabilité, ou même pas, si ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Mais moi, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui m'attire, en tout cas là tout de suite. Et voilà, du coup, c'est un peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions très spécifiques? Et puis sinon, après, ouais. Donc, tu veux dire quand est-ce que j'ai choisi de faire mon master au LPHE, c'est ça? Alors, moi, j'ai fait mon stage en été après la 3e année, et je pense que j'avais déjà, dans le meantime, postulé pour faire le master au LPHE, mais je ne me rappelle plus des détails. Je ne sais pas s'il y a des délais, mais il me semble que
En tout cas, pour le LPHE, c'est dans le courant de l'été, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Le plus tôt est le mieux parce que c'est vrai que les masters se remplissent, enfin, pour les travaux pratiques, ça se remplit de plus en plus et de plus en plus vite. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer d'être rapide. Mais moi, en l'occurrence, il ne me semble pas que j'avais rushé plus que ça, non. Ouais. Ok. Oui. Ouais. Donc, bah, c'est une bonne question que je vais devoir me poser. Donc, il y a eu une question sur quel type de job auquel je peux postuler maintenant. Donc, pour la data science, c'est en fait un sujet très général qui peut être appliqué à quand il pense n'importe quelle entreprise en théorie. Après, en pratique, il n'y a pas tout le monde qui est très keen à voilà, tout changer, tout comment dire, sa structure de data, etc. Mais bon, évidemment, il y a des grosses boîtes privées qui recherchent des data scientists, par exemple des boîtes de consulting qui ensuite envoient les employés dans différentes boîtes. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire, le consulting, mais je t'avoue que j'en sais pas forcément plus que toi dans le sens où bah, je vais devoir m'y atteler du coup après mon doctorat. Mais moi, je visais plutôt une boîte qui fait, par exemple, de l'énergie ou de la biotech ou quelque chose et qui a besoin d'une ou d'un data scientist pour regarder dans ses données, faire des prédictions. Bah, tu pourrais penser aussi au grid, donc par exemple la distribution d'énergie sur le réseau, des choses comme ça. Et après, on n'est pas obligé de rester exactement dans le domaine pour lequel on a étudié. Ça, c'est vrai à tous les niveaux, je pense. Donc, bah, on verra bien. Je te redis dans 6 mois. Ok, merci beaucoup. Et donc, la dernière présentation, c'est Laura qui a fait un master en physique et travaille actuellement au CHUV pour un doctorat en imagerie. Bonsoir à tous, vous êtes courageux d'être là aussi tard. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est les questions que vous avez posées à Pierre. N'hésitez pas à me les poser aussi, vous aurez une réponse un peu différente et puis peut-être ça pourra nuancer ce qu'il a dit. Euh, donc, euh, donc j'ai aussi fait mon gymnase dans le canton de Vaud. Et donc, j'ai terminé mon gymnase, j'étais intéressée par un sujet assez spécifique, la supraconductivité. Donc, j'ai décidé de faire le bachelor en physique. Et du coup, je l'ai terminé et je pense que vous joindrez à moi quand je dis que je suis un peu restée sur ma faim quant à des cours un peu plus appliqués pendant le bachelor parce que toute la structure en première, deuxième année, vous ne pouvez pas choisir de cours. En tout cas, c'était mon cas. Et en troisième année, il y avait 6 crédits à option. Donc voilà. Ce qui fait que j'ai décidé de prendre le master en physique basique, pas ingénieur. Du coup, j'ai fait ça et j'étais toujours convaincue de ma lancée pour être dans la supraconductivité. Et il y a eu un cours mon premier semestre de master qui m'a un peu rassasiée. Et du coup, j'ai terminé ma première année de master. Un autre point d'ailleurs aussi pour la première année de master, je ne peux que vous encourager d'aller explorer les cours dans d'autres sections. J'ai bien utilisé les 6 crédits. Je suis allée par exemple en génie civil. C'était super intéressant de voir une autre manière de penser. Et puis ça vous permet d'alimenter votre réflexion par rapport à ce que vous voulez faire, surtout si vous hésitez un peu. Parce qu'il faut bien se dire que j'étais intéressée par la supraconductivité, mais c'est toujours assez lointain l'application pratique, n'est-ce pas?
Donc, c'est ça qui m'a mené à donc l'été entre ma première année de master et ma deuxième année de master, pardon, j'ai fait un stage à l'université de Genève, donc dans un laboratoire de recherche du coup en physique du solide. Ils travaillent avec notamment la supraconductivité. C'était très intéressant. Donc, j'ai continué sur ma lancée avec un projet de spécialisation, semestre de spécialisation avec le professeur Mila, du coup, mais c'était de la physique du solide théorique. Très intéressant, mais bon, après 2 semaines de cours, du coup, on se dit, OK, je finis dans un an, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ce qui fait que j'ai du coup un peu remué ciel et terre car je voulais faire une pause pendant mes études pour pouvoir aller faire un stage. Donc oui, je n'étais pas un ingénieur physique, mais j'ai quand même voulu faire un stage. Ce que j'ai réussi à faire, donc j'ai réussi à trouver quelqu'un qui me prenait. Mais du coup, le compromis, c'était que comme j'avais terminé mes 90 crédits, je devais absolument faire mon projet de master. Donc, on a 2 tentatives pour le projet de master, hein, voilà. Et du coup, bon, donc le compromis, c'était d'utiliser ma première tentative pour faire mon stage. Voilà, j'ai pas eu le choix. J'ai demandé à Valérie d'ailleurs qui ratait son projet de master. On m'a dit ceux qui soit changent de projet de master, soit ceux qui font rien. Je dis bon, ça va aller. Le stage, normalement, c'est censé m'aiguiller pour aller au bon endroit. Du coup, j'ai fait mon 3e semestre de master à l'hôpital fribourgeois, à Fribourg, donc en physique médicale. C'était aussi pendant le début du Covid, ça a été très intéressant. Donc, voilà, expérience super enrichissante et qui m'a aussi du coup convaincue de faire un projet de master dans ce domaine-là. Et donc, vous savez peut-être qu'à l'EPFL, il n'y a pas de physique médicale. Donc, de nouveau, pour trouver un professeur, ça a été un peu sportif. Le projet, finalement, a été trouvé assez facilement. J'ai été, du coup, au PSI, au centre de protonthérapie, pardon, qui, du coup, est dirigé par un prof de l'ETH, mais malheureusement, on ne peut pas être supervisé par un prof de l'ETH en étant à l'EPFL, ce qui est un peu bizarre parce que cette personne-là aurait été bien plus aisée, enfin, compétente pour juger mon travail, mais voilà. Et du coup, finalement, ça s'est bien passé et le projet à nouveau était très intéressant. Et ça m'a convaincue de faire un doctorat, du coup, parce que en faisant ma pause pendant le master, j'étais persuadée que je ne ferais jamais de doctorat. Vraiment, 95% de chances que je ne ferais pas un doctorat. Et aujourd'hui, j'y suis. Du coup, entre-temps, après avoir fini le projet de master, donc le monde de la physique médicale, c'est très petit, il n'y a pas énormément d'offres d'emploi chaque année. Et donc, j'ai pu retourner là où j'ai fait mon stage. Ils m'ont embauché pour 3 mois, le temps de parfaire mes connaissances que j'avais déjà vues un peu pendant le stage. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir le doctorat au CHUV, du coup en imagerie médicale. C'est un tout petit peu différent de ce que j'avais fait pendant le master, mais c'est de nouveau le même domaine, donc disons radioprotection des patients et des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Donc c'est très appliqué. Et mon doctorat, du coup, pour le coup, est aussi hyper appliqué. C'est pas un travail théorique. Il y a de la théorie, mais ça a pour but vraiment d'être utilisé plus tard vraiment dans le contrôle qualité des scanners CT, donc des machines qui font des images de vous volumétriques avec des rayonnements ionisants, des rayons X. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Du coup, vous avez mon mail là. Je suis ouverte à répondre à vos questions. Voilà. Oui, je répéterai ta question. Oui. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que oui. Alors, j'ai oublié la question. Je vais essayer de me souvenir qu'il faut répéter la question. Donc, la question, c'est qu'est-ce que m'apporte le doctorat en plus du master pour le travail que je fais actuellement? Donc, ce que j'ai
oublié de mentionner, c'est qu'en parallèle de mon doctorat, je me forme pour être physicienne médicale. Donc, c'est une certification qui est délivrée par une société pas du tout, enfin, qui est pas liée à une université. Et donc, le doctorat me permet de faire cette formation. À la base, c'est vrai que c'est aussi, disons, pour être physicien médical, on a besoin de cette certification. Et pour moi, je voulais absolument faire de la recherche aussi, mais toujours en ayant le backup de si jamais je peux être physicienne médicale. Donc, c'est ça que m'offre le doctorat. Mais c'est tout à fait possible de débuter en hôpital juste avec un master. Il n'y a pas du tout besoin de doctorat. Après, les médecins, ce sera toujours plus facile de leur parler si vous avez un doctorat, même si leur doctorat à eux, c'est pas un PhD, n'est-ce pas? Et c'est 6 mois. Donc voilà. Mais c'est ça, en gros. C'est très spécifique à mon domaine, en fait. Ouais. Autre question? Oui? Ouais. La question, c'est comment j'ai choisi mon master? Est-ce que j'ai beaucoup hésité? Alors, à l'époque où j'ai choisi le master physicien, on était obligé de prendre non, il y avait la contrainte sur le master ingénieur, et puis je crois qu'il y avait aussi une contrainte sur les crédits physiciens cours théorique, qu'il fallait en prendre plus qu'un certain nombre. Comme j'ai dit, à la base, c'était la supraconductivité qui m'intéressait, et donc j'ai voulu faire des cours de théorie, et donc le master ingénieur ne me le permettait pas. J'étais en dessus des 19, donc j'ai dit, bon, je fais physicien, c'est pas ça qui me dérangeait à l'époque. Voilà. Deuxième question derrière. Oui. Oui. Alors, certaines entreprises, c'est vrai, mettent vraiment des offres d'emploi où c'est vraiment... Oh, pardon, la question, j'ai oublié de répéter. Est-ce qu'il y a une différence entre les débouchés entre ingénieur, physicien et puis physicien? Ma réponse, c'est, je dirais non, mais peut-être que le papier ingénieur que je n'ai pas, du coup, vous apporte un plus si vous êtes plutôt dans les domaines appliqués. Par exemple, il y a une offre d'emploi qui est publiée où c'est noté vraiment ingénieur, et là, du coup, on ne se posera pas la question de pourquoi vous postulez, en fait. Mais je dirais non, il n'y a pas tellement de différence. Mais voilà, c'est vrai que comme Pierre mentionnait, quand vous faites un projet enfin, vous choisissez l'ingénieur, vous êtes obligé d'aller dans des entreprises, et puis c'est toujours un peu le parcours du combattant pour trouver votre stage et projet de master. Mais je dirais, il ne faut pas que vous voyez ça comme un frein, en fait. C'est un peu un enrichissement, c'est une préparation aussi pour après le master, hein, quand vous chercherez un emploi. C'est déjà une bonne préparation. Et voilà. Oui, je répéterai la question. C'est une très bonne question. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je planifie de faire maintenant? Donc, il faut savoir que je suis au milieu de ma thèse. Et du coup, j'ai pu aller 1 mois aux États-Unis dans un groupe de recherche. Ça a un peu changé ma vision des choses. Je t'avoue que là, je ferais bien un postdoc, un de postdoc, surtout que je n'arriverai clairement pas à finir tout ce que j'ai à faire dans ma thèse. Et le sujet est très, très vaste, super intéressant. Donc voilà, mais de nouveau, c'est comme disait Sonia, c'est en fonction des priorités du moment, tu regardes voilà, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, et puis tu t'ajustes par rapport à ça. Il y a toujours moyen de changer de voie. Il ne faut pas se dire qu'on choisit quelque chose et on va forcément être linéaire, aller dans cette direction. Moi, je suis partie en hôpital, donc en entreprise, je suis revenue dans l'académique. C'est assez fluide, hein. Faut pas avoir peur. Oui, question? Est-ce que c'était les contraintes que des matières du master, par la deuxième année, comme des matières que tu veux créer aussi, par exemple? Donc la question c'est, si j'ai bien compris, tu me diras si j'ai bien compris, est-ce que les cours que j'ai eus en première année de master m'ont limité par rapport au changement de domaine que j'ai fait ensuite? Alors,
mon semestre de spécialisation, je l'ai quand même fini, hein. J'ai passé, c'est tout bon. Et donc, le projet de master, si tu veux, il n'y a pas de prérequis. Les prérequis, c'était que finalement, j'avais fait ce stage en hôpital, qui était un plus pour moi, parce que du coup, les cours de physique médicale qui sont dispensés à l'ETH, moi, je ne les avais pas eus. Et donc, finalement, ça s'est quand même très bien passé. Mais voilà, je ne pense pas que... Voilà, on est physicien, vous avez l'habitude de voir plein de matières, vous allez réussir à, voilà, même si c'est dur le premier mois, à faire ce que vous voulez si vous changez d'orientation. Ça, il n'y a pas de problème. Autre question? Oui, mademoiselle. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire un stage au CHU en faisant un master en ingénierie? Donc, ma collègue de bureau actuellement est chez nous pour du coup son stage en entreprise. Elle l'a terminé en fait. Et elle fait son projet de master aussi chez nous. Je pense qu'on est un peu un cas limite, mais techniquement, elle travaille comme dans une entreprise. Ce serait un service de dosimétrie privé, par exemple. Donc, ça va très bien. Mais du coup, elle a dû se trouver un prof EPFL, qui est, je crois, Frédéric Blanc. Ça, voilà. Si c'est un stage, il n'y a pas besoin d'un prof à Ouais, l'EPFL. mais le projet de master maintenant, Le projet de master, oui. elle a Projet Frédéric de Blanc. master. Ouais, ouais. Donc, elle fait ça, c'est un peu particulier, mais ça se fait. Au CHUV, bon, chez nous, on prend toujours des stagiaires. Vous pouvez nous envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Surtout que la plupart des gens qui postulent chez nous viennent de France parce qu'il y a des masters en physique médicale. Et ce qu'on n'a pas chez nous, donc moi, je suis un peu l'ovni suisse. Mais on accepte tout le monde, il n'y a aucun problème. Donc oui, regardez sur le portail des stages. Souvent, on met des choses là-dessus. Par exemple, moi, je propose là en ce moment un stage ou un projet de master dans le cadre de ma thèse, mais voilà, le peu d'étudiants présents au cours Introduction to Medical Radiation Physics, le peu d'étudiants qui étaient là, d'ailleurs, vous pouvez prendre ce cours, hein. Il n'était pas dans la note, ce que Daniel a montré, mais de nouveau, allez explorer vos options, hein, et puis regardez ce qui vous intéresse. Mais voilà, personne n'était intéressé, donc c'est la vie. Je ferai l'expérience moi. Enfin, les expériences moi. Il y avait une autre question par là, non? Oui, monsieur. Alors la question c'est, est-ce que c'est difficile de trouver une thèse en physique médicale? Donc, alors à l'EPFL, quand vous avez une offre de doctorat, c'est qu'il y a forcément un financement. À l'UNIL, pas forcément. Moi, j'ai eu de la chance que mon prof ait une bourse FNS donnée par du coup le Fonds national suisse. Et donc, c'est grâce à cet argent qu'ils ont pu m'engager. Donc, chez nous, on n'engage que des gens si on a des fonds FNS. Donc, voilà, on est constamment en train de chercher des sous. Mais on n'est pas les seuls à faire de la recherche en physique médicale. À Zurich, il y a du coup le centre de protonthérapie au PSI. Et puis, il y a aussi à l'université de Zurich le professeur Runkelbach qui, lui, prend aussi des thésards. Mais je pense qu'ils sont aussi financés par des fonds externes, ça c'est sûr. Mais en tant que doctorant, normalement, ce n'est pas vous qui cherchez vos fonds, hein. Ça vient après au postdoc. Question encore une autre. N'hésitez pas. Oui. C'était quoi la question qui aurait une réponse différente? Ouais, alors il y en a eu plusieurs, hein. Je me souviens plus. C'était une question posée par le monsieur en pull noir. Donc maintenant, je vous mets là. C'est à vous de retrouver les questions que vous avez posées. Ouais, c'était trouver le projet de master. Oui, c'était bon. C'est vrai que moi, le projet de master, j'ai dû trouver un professeur à l'EPFL et puis ça a été un peu compliqué. Je peux vous recommander de rencontrer en personne, enfin, vraiment rencontrer la personne en vrai pour en discuter et pas juste faire un mail. Voilà, d'expérience. Ou bien, voilà, si vous avez eu un prof que vous avez eu pendant un cours, même si le sujet il est un tout petit peu en dehors de son domaine, c'est pas un souci. Ils vont quand même, du moment que vous leur expliquez, c'est ce qu'a fait ma collègue avec Frédéric Blanc, du moment qu'on explique, il n'y a pas de souci, ils comprennent et ils arriveront à évaluer la qualité du projet. Et
Et puis, je peux ajouter, on peut aussi connaître des collègues, c'est-à-dire qu'on peut aider à orienter vers d'autres collègues si jamais on sait qu'il y a quelqu'un de plus compétent que nous sur le sujet. C'est bien vrai. La communication, c'est clé. Bon. Ah. Mhm. Mhm. La question c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave d'être perdu avant le master? Et puis, est-ce que c'est un problème de ne pas avoir de ligne directrice et d'explorer? Alors, j'ai envie de te dire que moi, j'ai exploré pendant ma première année de master. Comme je dis, j'ai été prendre des cours en génie civil, en informatique. Ça m'a aussi en mathématiques, il y a des cours super là-bas. Donc, ça m'a permis de voir finalement qu'est-ce qui correspondait le plus à mes valeurs à ce moment-là. Pour moi, c'était important de pouvoir faire quelque chose qui soit appliqué vraiment dans l'instant, d'où pas le doctorat. Et puis, voilà, finalement, c'est explorer qui m'a permis de trouver ce que je voulais faire. Donc, j'ai envie de te dire, explore tout ce que tu peux, profite. C'est enfin la liberté, le master, hein, après la bride du bachelor. Donc, voilà. Non, non, allez, faites explorer. Et puis, bah, voilà. Il y a toujours des solutions si vous voulez faire quelque chose. Moi, j'ai grillé ma première tentative de projet de master, mais ça n'a pas été un souci. Voilà. Des fois, il faut avoir un peu... faut prendre des risques. Oui. Si je peux me permettre, je te donne un petit complément de réponse. Donc, moi, j'avais autour de moi plein de personnes qui ont pris plein de cours au pif, surtout les gens en plasma, j'ai l'impression. Mais, et même des personnes qui ont prolongé leur master d'un semestre pour prendre d'autres cours pour être sûr, en fait, de savoir ce qu'ils veulent faire, etc. Donc, comme dit Laura, franchement, explore. Il y a même la possibilité de changer de labo entre le premier et deuxième semestre pour les TP4. Donc, saisis cette opportunité. Et voilà, va à l'aventure. Ouais, je peux rajouter, si vous êtes dans cette situation-là, votre meilleur ami, c'est le règlement. Et voilà, donc sachez qu'une fois que vous avez fini vos 90 crédits de cours, vous êtes vraiment, vous devez avoir terminé votre projet de master dans les 1 an. Donc ça, c'est la limite dure. Donc si j'avais su ça, j'aurais arrêté mon semestre de spécialisation et puis je serais allée explorer. Question encore, oui. Mhm. Ouais. Oh, je pense qu'elle est assez large. Elle est assez large. Ah oui, ah oui. Ben, c'est moi qui voulais la question. Donc, euh, on a la question, quel est le pourcentage ou la quantité d'étudiants qui prolongent leur master, c'est-à-dire font leur master sur 5 voire plus de semestres, hein. Il faut rappeler que, en principe, sur papier, le semestre, c'est 4 semestres et l'école donne la possibilité de doubler ce temps, donc de faire le master sur 4 ans, hein. Ce n'est pas nécessairement ce que je conseille, mais c'est possible techniquement, hein. Le règlement, comme on a dit, c'est votre meilleur ami. Et donc, il y a un pourcentage, je dirais, on peut dire 30%, 40%, 25 à 30%. 30% qui font sur un semestre, voire 2 semestres de plus. Il faut voir typiquement que si on choisit un mineur, les cours ne tombent pas nécessairement sur le bon semestre par rapport à l'organisation de votre plan d'études. Donc, très souvent, si on fait un mineur, on fait sur 5 semestres. Si vous avez des questions qui viennent pendant la nuit, vous avez toujours mon mail. Et du coup, bonne soirée à vous, bonne chance pour vos examens et bonne suite, bon parcours.
Ok, est-ce qu'il reste encore une dernière question pour la section? Oui? Non? Euh, Alors, non, le master de QSE n'est pas dans la section de physique. Il est consécutif, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre une fois que vous avez un bachelor de physicien ou physicienne, mais vous n'avez plus enfin, ça n'est pas un master en physique, d'accord? Donc, il n'est pas sous la responsabilité de la section. Enfin, le titre est différent. Est-ce qu'il faut avoir 4,5 pour... Je ne crois pas, il est consécutif. Non, le master QSE est un master considéré comme consécutif, et donc il n'y a pas besoin des 4,5. Consécutif à la section de physique. Il n'est pas consécutif pour d'autres sections. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh là, ça a réveillé les questions, là, le master QSE. Ouais. Alors, je crois qu'il y en avait une derrière avant. Ou... Non, c'est vrai, c'est bon. C'est computational science. Il n'y a pas de master de physique computationnelle, d'où ma tête. C'est computational science. Donc, la question, c'est est-ce que le master de computational science est intégré à la physique? La réponse est non. C'est un autre master. Donc, c'est aussi un master tout seul, quoi. Alors, il est sous les maths. Il est sous les maths, mais est-ce que c'est considéré comme spécialisé, donc à 4,5 ou pas? Donc, c'est un master spécialisé à 4,5. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de master? Oui. Oui. Oui, c'est... Oh là, les deadlines. Oh. Alors, oui, il y a le deadline 15 décembre, 15 avril pour postuler à un master. Il faut voir que si on reste à l'intérieur de l'EPFL, c'est beaucoup plus simple, une procédure beaucoup plus simple que pour les masters extérieurs. Hein. Donc, vous n'avez pas de lettres de recommandation à présenter, des choses comme ça, mais restent les mêmes deadlines. Et je dirais, pour vous, c'est plutôt le 15 avril. Quoi. C'est pour quel master? Mais... Ah, d'accord. Parce que QSE, il n'est pas posé votre candidature. C'est un master consécutif, il n'y a pas besoin de candidature. Engagé pour un master ingénieur, est-ce que c'est possible de changer facilement ou pas? Ça, c'est de nouveau une question de deadline. Donc, on demande si on s'engage sur un master physique, on peut changer sur un master ingénieur physicien ou vice-versa. Il y a voilà, un certain deadline. Disons qu'on devrait le faire avant décembre, début décembre, pour changer. Fin du premier semestre. Donc, avant la fin du premier semestre de votre master. Mais c'est possible de changer. Pour la règle du 4,5 pour faire un master spécialisé, elle est stricte. Elle est malheureusement très stricte. Elle est malheureusement très stricte. Je dirais qu'il y a un mouvement qui se crée pour laisser tomber cette règle, mais pour le moment, elle existe et elle est très stricte. Donc là, la règle du 4,5 pour un master spécialisé, elle est effectivement gravée dans le marbre. Et puis là, c'est le mur, c'est 4,5 et c'est pas 4,4999. Il n'y a rien à faire. Alors, comme disait Daniele, il y a une discussion pour que les règles d'admission pour les masters spécialisés soient individualisées et qu'il n'y ait plus cette règle de 4,5 générale à toute l'école. Mais bon, c'est pas pour votre génération, ça sera peut-être pour la génération suivante et c'est même pas sûr. C'est comme toujours, quand il y a des mouvements comme ça ne va pas vite. Hein. Donc, voilà.
Justement, pour les masters qui nécessitent 4,5, où il faut qu'on postule, si on, par exemple, on n'est pas accepté, par exemple, même si on a 4,5, est-ce qu'on peut quand même postuler à côté à un master où on est sûr d'être pris ou c'est pas comment ça se passe? Bah, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de postuler pour un master. Donc, je ne sais pas, imagine, vous postulez pour un master pour lequel il faut 4,5, mais si vous n'êtes pas pris, vous êtes pour faire le master en physique, puisque le master en physique est consécutif au bachelor. Donc, à partir du moment où vous avez le diplôme de bachelor, personne ne peut vous interdire de vous inscrire en physique. Ça dépend si vous candidatez. Si vous posez votre candidature, que vous êtes accepté et que vous dites oui, à ce moment-là, vous n'allez jamais être en physique. Ça dépend à quel moment vous confirmez votre participation à l'autre master. Alors, oui. Donc, celle-là, je l'avais jamais entendue. Donc la question, c'était de savoir si le master en 8 semestres était un master à 240 crédits. Non, c'est 120 crédits. Vous étalez les 120 crédits sur les... Par contre, il y a des histoires de minimum 60... Enfin, il y a minimum 30 crédits. Ou... Pas au master, d'accord, ok. C'est heureusement que j'ai Valérie et Daniel. Parce que... Alors, la question, c'était est-ce que pour le master en physique, soit on fait le mineur, soit on fait la spécialisation. La réponse, c'est oui. Donc, La réponse est oui. La réponse est oui, c'est l'un ou l'autre. Non. C'est Trois possibilités, oui. Ah non. Non, Voilà. c'est l'un des trois. Donc c'est soit une spécialisation, soit un mineur, soit des cours, sans faire une spécialisation ou un mineur. Ouais. Les règles du mineur sont toujours données par la Alors, section haute. La question, c'était si on prend un mineur disciplinaire, comment est-ce qu'il y a des règles pour choisir les cours? La réponse est potentiellement oui, mais les règles sont édictées par la section qui est responsable du mineur. Ouais. Alors, la question, c'est si vous finissez votre bachelor avec tout juste en dessous de 4,5, est-ce que vous avez le droit de redoubler la 3e année pour avoir les 4,5? La réponse est non. C'est-à-dire que là, à nouveau, vous pouvez essayer d'aller négocier avec le SAC. Ouais. Alors, pour le MA3, la question qui est de prendre des cours en plus, quels sont les critères pour ces cours en plus? Il n'y en a pas. Il y en a, il ne faut pas que vous ayez déjà pris. C'est dans le règlement, quoi. Liberté, typiquement. Vous pouvez prendre, par exemple, dans ce MA3, 2 cours d'école doctorale. Voilà. Donc, il y a des... Alors, ouais, il n'y en a pas, c'était par rapport au cours du panier physique, d'accord? Après, il y a des... Voilà, vous pouvez prendre des cours d'école doctorale. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, je répète la question. Vous avez dit qu'on peut changer
je ne dirais pas de physique théorique. On peut changer d'un master physicien à un master physique appliquée ou ingénieur plutôt avant décembre. Et puis, dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut prendre des cours de physique théorique dans le cadre des deux, je dirais? À un moment donné, vous devez choisir et ce choix doit se faire avant la fin du premier semestre. Donc, après, voilà, vous prenez une orientation ou l'autre. Je répète, si vous choisissez physicien, ben, toutes les options sont disponibles. Si vous choisissez ingénieur, vous devez démontrer à la fin de votre cursus que vous avez pris plus que 19 crédits dans les options qui sont dans la liste de physique appliquée. Plus de questions? Merci beaucoup et bonne suite.